Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Nando. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, Joseph Kabila a finalement prononcé son discours au congrès à Kinshasa, au Palais du Peuple. Ce discours qui a été reporté à trois reprises. Et dans ce discours, il a dit notamment ceci. Je vous annonce que dans le cadre de ma politique d'ouverture prônée depuis mon investiture, un gouvernement de cohésion nationale sera bientôt mis en place. Il comprendra aussi bien des représentants de la majorité que ceux de l'opposition et de la société civile. Monsieur Mbelou, il y a lieu de s'interroger sur les intentions de Joseph Kabila en annonçant la formation imminente de ce fameux gouvernement de cohésion nationale. Que cache Joseph Kabila, Jean-Pierre Mbelou? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord que nous puissions situer ce discours dans notre histoire. Et vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas le premier discours de Monsieur Joseph Kabila. Quels sont les fondements historico-politiques et économiques du discours de Monsieur Joseph Kabila? Si vous lisez attentivement ce discours-là, vous vous rendrez compte qu'il se situe en marge de l'histoire. Je m'explique. Ce discours est prononcé après tant d'autres et dans l'un des autres discours ayant précédé cela, M. Joseph Kabila, paraphrasant Jésus, disait ceci. Si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Il aurait été souhaitable classiquement que M. Joseph Kabila commence par rendre compte des œuvres qu'il a posées, qu'il a réalisées depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il a usurpé le pouvoir en 2001. Mais au lieu de procéder à cet exercice-là, on le voit passer d'un discours à un autre, et presque tous ces discours contiennent des promesses, des bonnes intentions qui ne sont jamais suivies d'évaluation. Cette lecture que je viens de faire est une lecture classique. Mais je reviens à ma question principale. Quels sont les fondements historico-politiques et économiques du discours de M. Joseph Kabila? Si nous le replaçons comme acteur apparent de notre histoire, telle qu'elle est en train de se dérouler à partir de la guerre, de l'AFDEL de 1996-1997, M. Joseph Kabila est venu dans les malles d'une guerre fomentée par l'Ouganda et le Rwanda, soutenus par leurs parrains extérieurs et prioritairement par leurs parrains anglo-saxons. Et en faisant cette guerre, ces messieurs nous ont fait croire qu'ils venaient libérer les Congolais et les Congolaises pendant qu'ils menaient une guerre d'agression et de prédation. Comment peut-on prétendre, après avoir mené une guerre de prédation et d'agression, libérer un peuple? Ils nous ont menti et on ne peut pas fonder un discours politique sur un mensonge cousu de fil blanc. C'est d'un. De deux. Les commanditaires de cette guerre d'agression ont été mis à nu et l'un de leurs proxys, c'est M. Paul Kagame, et un autre, c'est M. Yoweri Museveni. Il y a eu des rapports qui ont prouvé, noir sur blanc, que ces messieurs ont servi comme les nouveaux leaders de la Renaissance africaine telle qu'elle a été conçue par Washington. Et au jour d'aujourd'hui, même ceux que prétendent combattre Kagame au Congo, ceux qu'il appelle les forces négatives, les FDLR,
nous avons des écrits qui prouvent à suffisance que c'est lui qui a monté ces forces négatives pour pouvoir justifier sa prise de pouvoir à Kigali. Donc, du point de vue historique, M. Joseph Kabila n'a pas de fondement à donner à ce discours. Du point de vue économique, M. Joseph Kabila n'a pas de fondement à donner à son discours. Pourquoi? Il s'est engagé dans une guerre de prédation. Donc, c'est le capitalisme prédateur qui sert de matrice organisationnelle à la guerre dans laquelle M. Joseph Kabila et les autres membres de l'AFDL ont participé. On ne peut pas, à partir d'un fondement de prédation, tenir un discours qui dit entre autres ceci, qu'on va combattre la corruption, qu'on va s'en prendre à ceux qui se sont enrichis illicitement. Pourquoi? Parce que le capitalisme prédateur ou le néolibéralisme est fondamentalement un système économique corrompu de prédation, de violence, et ce système-là ne peut fonctionner qu'avec l'appui des élites compradors, les élites auxquelles appartient M. Joseph Kabila et beaucoup d'autres membres de la Kabylie, comme nous l'appelons chez nous. Donc, je vous montre par là que le discours que M. Joseph Kabila a présenté est un discours sans fondement historique, politique et économique solide. C'est un discours servi aux amnésiques d'entre nous. Cela d'autant plus qu'avec l'appui du capitalisme prédateur, il a usurpé le pouvoir en 2001 après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Il n'a participé à aucune élection en 2001 pour monter sur le trône. Et quand il a été confirmé en 2006, c'était avec le soutien des chasseurs de matières premières comme les nomme Raph Kusters, qui est en train de publier un livre très intéressant, le livre dont le site de Michel Collomb est en train de faire la publicité. Le livre est intitulé Les chasseurs des matières premières. Donc, quand ce monsieur-là réussit à s'imposer aux élections en 2006, il participe à un hold-up organisé par les chasseurs de matières premières, comme en témoigne le livre de Charles Onana intitulé Europe, censure et crime au Congo, les documents qui accusent. Mais si vous relisez déjà le livre d'Honoré Ngwanda intitulé Crime organisé en République démocratique du Congo, vous comprenez dans quel contexte ce monsieur-là se situe. Mais nous pouvons encore ajouter un autre livre qui est très explicite sur ce que l'AFDL et sa suite ont pu réaliser. C'est le livre publié par Delphine Abadi et ses amis, qui est intitulé Noir Canada. Et après les élections bidons achetées par l'Union européenne en 2006, il vient de tricher aux élections de 2011. Donc, depuis 2001, je pourrais même dire que depuis la guerre de l'AFDL, le pouvoir qui prétend gérer le Congo aujourd'hui ne jouit d'aucune légitimité politique. Alors, moi, je ne sais pas comment nous pouvons nous engager à discuter sur un discours d'un monsieur, d'un acteur apparent qui ne jouit d'aucune légitimité politique, un monsieur qui tient un discours dont les fondements historiques et économiques sont bidons. Si nous discutons sur un discours comme ça, c'est que nous faisons le jeu de ceux qui voudraient prendre les Congolais pour des amnésiques. Voilà, j'aimerais un peu qu'on aille de plus en plus aux questions de fond.
Quand nous donnons de l'importance à ce monsieur, quand il Mais parle, Jean-Pierre Mbelou, oui, vous parlez oui, d'un discours sans fondement, mais la classe politique, je veux parler du personnel politique hein, qui s'est trouvé au Palais du Peuple, a applaudi des deux mains et personne n'a trouvé rien à redire. mais lisez l'article de mon ami Raymond sur le site Congo One, vous comprendrez. Mais monsieur Étienne Ngandou, est-ce que nous avons une classe politique au Congo? Nous n'en avons pas. Et ceux qui applaudissent de deux mains et de deux pieds, ce sont euh, les politiciens du ventre. Il y a le professeur Moutou Zakabe qui a écrit un magnifique article sur la politique telle qu'elle est en train de se mener chez nous. Et il donnait sa contribution aux fameuses concertations. Il faisait la différence entre la politique au sens noble du mot et la politique du ventre telle qu'elle est en train d'être menée chez nous. La politique du ventre, c'est la course aux avantages, c'est la course à la violence, c'est la guerre de tous contre tous pour s'accaparer les gros morceaux. Et dans cette politique-là, il y en a qui à un certain moment disent euh, primam partem to loco niam leo. Je prends le gros morceau parce que je suis un lion. Donc, ceux qui applaudissent de deux mains et de deux pieds ne sont pas des acteurs politiques. Et vous vous rendrez compte que ces messieurs qui applaudissent de deux mains et de deux pieds, souvent, ne font aucune référence à notre histoire. Et si nous prenons en compte la politique telle qu'elle est menée depuis la fameuse guerre dite de libération, vous prenez par exemple le rapport Lutundula, vous prenez le rapport Bakandeja, donc les rapports rédigés par les commissions qu'eux-mêmes ont mises sur place. Quand vous lisez ces rapports-là, vous vous rendez compte que nous avons affaire aux nouveaux prédateurs tels qu'ils sont décrits par le rapport Kassem de 2002. Donc, je réponds à votre question en vous disant que nous avons affaire à des politicailleurs du ventre. Ils ne font pas de la politique classique. Et certains commentaires faits sur l'un ou l'autre de ces politiciens-là dernièrement montrent combien ce sont des messieurs qui, pour la plupart, sont des opportunistes et n'ont aucun sens de la politique au sens noble du mot. Et quand je parle de la politique au sens noble du mot, je vois cet art de participer par le débat et la raison à l'édification d'un monde commun. Je ne vois pas dans quelle mesure ces messieurs dont vous parlez participent à l'édification d'un monde commun dans un Congo où demain le bonheur collectif pourrait être partagé. Et pour assurer le suivi des mesures qu'il a prises à la suite des recommandations des concertations nationales, Joseph Kabila a mis en place un comité national de suivi des recommandations nationales. Et cet organe d'un mandat d'un an renouvelable autant de fois qu'il le faut est placé sous la direction des présidents des deux chambres du Parlement qui ont co-dirigé ces concertations nationales. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Monsieur Mbelou, lorsqu'on lit ce genre d'informations, on a comme l'impression que nous allons retourner au système de gouvernement parallèle. Hein, à quoi sert de mettre en place toutes ces institutions parallèles qui en fait vont se marcher sur les pieds? Hein, je parle du point de vue Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Comment voulez-vous qu'on cherche à faire travailler un Sénat qui n'a pas été renouvelé après les élections bidons de 2011? Mais regardez, lisons assez profondément les choses. Chercher à travailler avec les moboutistes qui sont au Sénat, c'est affirmer 16 ans depuis la guerre de l'AFDL que la question n'était pas de chasser Mobutu du pouvoir. Comment voulez-vous, après nous avoir convaincus que l'AFDL avait pris les armes pour chasser les moboutistes du pouvoir, on puisse aujourd'hui travailler avec un Sénat géré par un moboutiste pur et dur, avec beaucoup d'autres de ses amis, et on nous fait croire
que ce sont ces deux chambres-là, le Parlement et le Sénat, qui vont assurer le suivi aux décisions qui ont été prises au Conseil d'État. Non, non, non. C'est une façon de se moquer des Congolais et des Congolaises. Et comme je vous le disais, c'est un discours servi aux amnésiques. Et on nous rabâche les oreilles en disant que bientôt, à partir de ce discours, on va constituer un gouvernement de cohésion nationale. Mais il n'y a pas de cohésion au Congo. Vous avez appris comme moi que la guerre sévit toujours dans la province orientale et maintenant entre le M23 et les FRDC soutenus par la brigade d'intervention de la MONUSCO. D'ailleurs, ce soir, je venais d'apprendre qu'il y a un casque bleu tanzanien qui a été tué. Tous ces discours, toutes ces décisions participent de la guerre d'usure. N'oublions jamais, et c'est un point de vue discutable, que la guerre dans laquelle notre pays est engagé est aussi une guerre d'usure. Elle dure, elle déstructure les esprits et les cœurs, elle détruit les familles, on chasse nos populations de leurs terres pour en faire les bénéficiaires de la charité de ONG dite internationale et les entreprises multinationales qui sont en train de voler nos matières premières viennent les prendre comme des biens sans maître et c'est une des façons de faire fonctionner le système néolibéral auquel appartiennent les élites compradores de notre pays et des pays limitrophes. Non, nous ne devons pas nous laisser berner par ces fameuses décisions qui vous parlent d'un comité de suivi. Essayez de passer en revue toutes les mesures qui ont été prises pendant que ce conglomérat d'aventuriers est au pouvoir. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a jamais eu de suivi. Et ceux qui essayent de parler de suivi sont vite jetés en prison. Et vous rendez compte, par exemple, que les mesures qui ont été prises maintenant pour libérer certains prisonniers ne font pas allusion aux prisonniers politiques de la trempe d'Andjomi Ndongala, par exemple. Parce que les prisonniers politiques sont pour la plupart les dignes fils et filles du Congo qui essayent de décrier les travers de ce pouvoir d'usurpation et de prédation. Alors on les garde en prison. Et les criminels, eux, prennent les décisions. Ils vous disent qu'ils vont assurer un suivi à ceux qu'ils prennent comme décision. Non, c'est une façon de se moquer des Congolais amnésiques et de les rouler dans la farine. Donc ces messieurs-là croient que les Congolais sont tous des bourriques qui n'ont aucun sens de l'histoire. Et voilà pourquoi ils poursuivent leur basse besogne, leurs crimes. Et la mesure symbolique annoncée par Joseph Kabila du rapatriement en RD Congo des dépouilles du président Mobutu et du premier ministre Moïse Tshombe en accord avec leur famille, est-ce dans le sens de créer cette fameuse cohésion nationale? Mais en quoi est-ce que le rapatriement de cadavres va créer la cohésion nationale pendant que la justice sociale n'est pas assurée, pendant que le pluralisme politique n'est pas promu, pendant que les terres congolaises sont vendues chaque jour comme carré minier, pendant que l'enrichissement illicite et sans cause se poursuit, je ne vois pas comment le rapatriement des cadavres va assurer la cohésion nationale. Ce sont des mesures prises pour créer... regardez, on rapatrie le cadavre de Mobutu, la dépouille mortelle de Mobutu. Mais c'est une façon d'élargir la majorité prédatrice. Et si vous relisez certains de mes articles, vous vous rendez compte que le Congo est aujourd'hui géré par la Kabylie et les dinosaures mobutistes de la pire espèce. Donc, rapatrier le cadavre de Mobutu, c'est une façon de coopérer
de faire une passe aux dinosaures de la Deuxième République, aux dinosaures pires et durs. Donc c'est une coalition entre la Kabylie et le moboutisme, le système moboutiste qui se poursuit jusqu'à ce jour. Donc, c'est une façon pour les partisans de la Kabylie de dire qu'ils ne sont pas venus au Congo pour chasser les moboutistes, ils venaient reproduire et même aller au-delà de ce que ce système a pu faire pendant 32 ans. Hein, quand vous relisez ce discours, vous vous rendez compte que la Kabylie est en train de tout faire pour que M. Joseph Kabila accomplisse au moins une vingtaine d'années au pouvoir. N'oubliez pas qu'il a usurpé le pouvoir depuis 2001. Nous sommes en 2013. Si il arrive en 2016, il aura passé 15 ans à la tête du pays. Donc, c'est-à-dire plus ou moins la moitié du temps que Mobutu a passé à la tête de notre pays. Et vous réalisez, par exemple, le numéro de Jeune Afrique intitulé, même si je n'ai plus beaucoup de respect pour ce journal-là, cette revue-là, mais vous réalisez le numéro intitulé Kabila Mobutu Light, vous comprenez mieux les choses. Il ne peut que composer avec le moboutisme parce que la Kabylie, c'est du moboutisme light. Un mot sur le MLC de Jean-Pierre Bemba. Joseph Kabila a annoncé une mesure de l'assistance du gouvernement congolais aux détenus dans les juridictions internationales et son parti politique insiste à Kinshasa sur cela en disant que c'est une recommandation que ce même parti avait fait au courant de ces fameuses concertations nationales. On peut penser qu'il y a eu un deal pour que ce parti participe aux concertations nationales? Malgré le respect que j'ai pour mes amis qui sont dans le MLC, n'oublions pas que le MLC est un mouvement créé par l'Ouganda. Comme l'AFDL, comme le RCD, comme le CNDP, comme le M23 ont été créés par l'Ouganda, par le Rwanda. Le MLC a été créé par l'Ouganda. Donc, ce sont des milices créées par les marionnettes instrumentalisées par les oligarchies d'argent et qui nous mènent la guerre. Donc, qu'il y ait, par exemple, réconciliation entre le MLC et l'AFDL. Donc, quand je parle de l'AFDL, je vois le PPRD, le CNDP, le M23. Tout ça, ce sont les mouvements, ce sont des rébellions créées de toutes pièces par le Rwanda et l'Ouganda avec la complicité de leurs parents. Donc, que ces mouvements-là, à un certain moment, s'entendent entre eux, il n'y a rien à redire. Ce sont les nouveaux prédateurs qui nous ont menti depuis la guerre de 1996-97 en disant qu'ils venaient nous libérer pendant qu'ils étaient manipulés par les pays voisins. Donc, qu'ils s'entendent entre eux, qu'ils trouvent des arrangements, cela ne devrait pas nous étonner outre mesure. Mais, même s'ils impliquaient la justice internationale, n'oubliez pas que de temps en temps, je vous rappelle le titre du livre de Madame Hartmann. Le livre est intitulé je revois encore le titre Paix et châtiment, les guerres secrètes de la justice et de la politique internationale. N'oubliez pas que les guerres qui sont en train de se mener chez nous sont aussi les guerres de la politique et de la justice internationale. Ce sont des arrangements qu'ils peuvent trouver avec leurs parents pour pouvoir se faire des passes entre eux. Ça ne devrait pas concerner le reste des Congolais non impliqués dans cette mafia internationale. Et il y a aussi le livre publié par Carla Del Ponte qui a essayé à un certain moment d'aller un peu plus loin quand elle était procureure au tribunal pénal international par
pour le Rwanda à Arusha, son livre euh, atteste que ces guerres-là sont aussi des guerres de la politique et de la justice internationale. Ils peuvent trouver leur arrangement comme ils l'entendent, ça ne devrait pas nous étonner outre mesure. Cela d'autant plus que même les chefs d'État impliqués dans les crimes en Afrique commencent maintenant, par exemple, à en avoir marre de la fameuse Cour pénale internationale. Donc, nous ne perdons pas de vue que ces guerres sont aussi les guerres de la politique et de la justice internationale, comme le dit Florence Hartmann, comme le dit Charlonana, comme le dit Delphine Abadi et ses amis dans Noir Canada, comme le dit Pierre Payan dans Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Ne perdons pas de vue ces références historiques. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup ces derniers temps sur sur la nécessité de pouvoir archiver cette guerre de façon à avoir en permanence des documents auxquels nous pouvons nous référer à tout moment et les documents auxquels nos enfants pourront se référer demain. En tout cas, un groupe d'opposants réunis au sein de la coalition pour les vrais dialogues semble lui rejeter l'idée de Joseph Kabila de former un gouvernement de cohésion nationale qui comprendrait les acteurs de la majorité et ceux de l'opposition. Est-ce une démarche qui vous paraît cohérente parce qu'on sait que ces groupes, dès le départ, avaient refusé même de participer à ces fameuses concertations nationales? Il y a des efforts que certains d'entre nous, certains politiciens sur place sont en train de déployer pour tirer les choses au clair et cela peut être retenu à leur actif. Certains membres de cette coalition-là font du bon travail, mais là où je trouve quelque chose à redire, c'est que ces messieurs-là ne remettent pas en question Monsieur Joseph Kabila. C'est-à-dire, ils vont parler de son illégitimité à partir de 2011 et non de son usurpation du pouvoir en 2001 et non de sa participation aux crimes perpétrés par l'Union européenne et leurs alliés en 2006 pour l'imposer comme président du Congo. C'est-à-dire, en marge du bon travail que certains compatriotes impliqués dans cette coalition la font, il y a une certaine négligence du point de vue des références historiques. Monsieur Joseph Kabila a usurpé le pouvoir en 2001. Il a été imposé à la tête du Congo par les chasseurs de matières premières en 2006. Il a triché aux élections, il a fraudé aux élections en 2011. On devrait tenir compte de ces différentes étapes de son maintien à la tête du pays et conclure la chose de cette façon-ci. Monsieur Joseph Kabila a tout faux. Il a tout faux. On devrait le répéter à plusieurs reprises. Il a tout faux. Il ne mérite même pas d'être pris au sérieux comme acteur politique. Pour finir sur ces concertations nationales, lors de son discours au Palais du Peuple, il y avait dans l'assistance le président Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et la représentante de l'Union africaine, la Sud-Africaine. Monsieur Mbelou, peut-on penser que la communauté internationale apporte sa caution à ce schéma qui semble se mettre en place au Congo? On voit bien que 2016 risque de ne pas être une échéance électorale. On va prolonger, puisque avec ce fameux gouvernement de cohésion nationale qui a annoncé, on risque d'aller au-delà de 2016. Est-ce un schéma que la communauté internationale cautionne? Mais quand vous parlez de la communauté internationale, vous faites allusion à quoi? Je viens de vous dire que la guerre de prédation et d'agression
imposée à notre pays est aussi la guerre de la politique et de la justice internationale, c'est-à-dire c'est une guerre qui nous est imposée par les grandes puissances qui sont au Conseil de sécurité. Et quand vous prenez déjà les États-Unis et la Grande-Bretagne comme membres permanents du Conseil de sécurité, vous dites, voilà, la guerre qui nous est menée l'est par le biais de la fameuse communauté internationale. Et quand Sassou vient à Kinshasa, il m'étonne. Il vient se dédire. Rappelez-vous que citant Pierre Péan échangeant avec Sassou en 2008, je vous avais dit que Sassou avait confié ceci à Pierre Péan. Je vais paraphraser. Si vous voyez un paralytique en dessous d'un arbre en train de s'amuser avec des feuilles mortes, dites-vous qu'il y a quelqu'un dans l'arbre qui les lui jette. Sinon, il s'amuserait avec des feuilles mortes. Alors, Sassou disait de Kagame qu'il était le paralytique en dessous d'un arbre ayant au-dessus la Grande-Bretagne et les États-Unis. Sassou affirmait dans le même échange avec Pierre Péan que Kabila était le cheval de Troie de Sassou au Congo. Mais comme par miracle, Sassou oublie l'histoire. Il va assister au discours de Kabila cherchant à mettre sur pied un gouvernement de cohésion nationale. Vous voyez comment certains chefs d'État africains peuvent se comporter. Mais cela ne m'étonne pas parce que n'oublions pas que Sassou est revenu à la tête du Congo par un coup d'État. Il ne peut qu'avaliser les autres présidents africains, il ne peut qu'avaliser les méthodes des autres présidents africains qui reviennent au pouvoir par un coup d'État. Madame Zuma, n'oublions pas les accointances de M. Joseph Kabila avec le président Zuma de l'Afrique du Sud, le marché de pétrole qu'il est en train de passer à un proche du président Zuma. Tout cela ne devrait pas être mis entre parenthèses. Et n'oublions pas que l'Union africaine est financée pour une large part par l'Union européenne qui a participé des crimes commis au Congo après les élections de 2006, comme les documents publiés dans le livre de Charles Onana en témoignent. Il est important de toujours faire ce lien-là, et n'oubliez pas que à force de faire ce lien-là, certains d'entre nous qui entretiennent la pensée critique, qui refusent d'être les penseurs les penseurs en rond, ceux qui disent il faudrait que nous puissions sortir du cercle de ceux qui tournent en rond, sont aujourd'hui considérés par les lobbies qui travaillent avec ces messieurs-là et ces dames-là comme des brebis galeuses qui doivent être à tout moment neutralisées et même trucidées. Donc, le lien est clair à faire entre ce monsieur-là, la dame et le président du Congo-Brazzaville. Très bien. Pour finir, un mot sur les Nations Unies et plus précisément à la MONUSCO, c'est le ministre congolais des Affaires étrangères, M. Raymond Tshibanda, qui a fait cette déclaration. Il affirme que l'ONU joue un rôle irremplaçable dans les mondes et la RDC est mieux placée pour les reconnaître. Et il va plus loin en affirmant que la MONUSCO joue un rôle plus que remarquable en RDC. Monsieur Mbelou, lorsqu'on sait la situation difficile qu'il y a à l'est du pays, la situation de guerre permanente, et que cette mission des Nations Unies à très grande échelle n'arrive pas du tout à solutionner, comment un ministre congolais peut-il tenir un tel discours? À qui est-il destiné? Est-ce aux Congolais qu'il parle ou bien à ceux qui financent cette fameuse mission de la MONUSCO?
entendre un discours de ce genre-là dans la bouche d'un monsieur aussi intelligent que Raymond Tchibanda, ça étonne, mais ça n'étonne pas beaucoup. N'oublions pas que Raymond est en train de participer à la mort lente, mais sûre de notre pays. Il ne peut que... Regardez, dans l'un de mes derniers articles que Congo One a publié, j'ai fait allusion au texte de France Fanon. Le texte de France Fanon, extrait d'un article qu'il a publié en 61, un article critique à l'endroit de Lumumba. Parmi les remarques, les critiques que France Fanon formulait à l'endroit de Lumumba, et même à l'endroit des armées africaines qui avaient participé aux efforts de l'ONU, des casques bleus déjà en 61 contre les sécessionnistes, France Fanon disait ceci: l'ONU, je vais paraphraser, est la branche juridique dont se servent les grandes puissances pour pouvoir accomplir leurs desseins. Et France Fanon reprochait aux armées africaines le fait d'avoir accepté de travailler avec l'ONU pour que leurs efforts puissent être coordonnés par l'ONU. Ce faisant, ces armées africaines commettaient une faute morale grave. Elles allaient déposer leurs armes aux pieds de l'ONU en oubliant que l'ONU travaillait à la disparition de ce que le même France Fanon appelle la gâchette de l'Afrique. L'ONU était au Congo sous la houlette, sous le commandement des forces des grandes puissances qui voulaient déjà à ce moment-là balkaniser le Congo parce qu'elles se disaient, si le Congo prend son envol, c'est toute l'Afrique qui prend l'envol. L'avenir de l'Afrique se joue au Congo. Malheureusement, beaucoup d'Africains n'avaient pas compris la chose à ce moment-là. Beaucoup de Congolais non plus, et beaucoup de Congolais ont été utilisés comme marionnettes par les forces qui avaient les puissances, les grandes puissances du moment qui avaient instrumentalisé l'ONU. Et c'est ce qui se joue encore une fois aujourd'hui, parce que ces grandes puissances sur le déclin se rendent compte que nous ne faisons aucune allusion à notre histoire. Nous naviguons à vue, sans boussole historique. C'est ainsi que Raymond peut débiter un discours de ce genre-là, en oubliant qu'il y a au Congo, pendant plus de 10 ans, au moins 17 000 casques bleus qui n'arrivent pas à en finir avec ce qu'ils appellent les forces négatives et qui forcent le Congo à aller à une table de négociation à Kampala, tout en sachant que l'homme de Kampala, comme celui de Kigali, sont les instigateurs, leurs marionnettes dans la mise en coupe réglée du Congo. Les pays qui se respectent ne font plus recours à l'ONU. Je ne sais pas combien de pays d'Amérique latine avez-vous entendu appeler au secours l'ONU. Aujourd'hui, si la Russie et la Chine essaient de soutenir la Syrie pour qu'elle sorte de son impasse, elles recourent au respect du droit international. C'est vrai que demain, nous aurons besoin d'une institution internationale ayant des structures pouvant garantir l'égalité de toutes les nations devant le droit international. Et jusqu'à ce jour, malheureusement, pour le cas du Congo, l'ONU n'arrive pas à jouer ce rôle-là. Et ceux qui sont utilisés à la tête de l'ONU dans notre pays font partie effectivement des grandes puissances chasseuses des matières premières dans notre pays. Colbert est un Allemand et l'Allemagne est parmi les pays
qui en 2006 avait décidé de faire même bas sur nos matières premières. C'est que beaucoup de nos compatriotes ne savent pas, mais ils n'ont qu'à lire le livre de Ralph Kusters, Les chasseurs de matières premières, et ils trouvent dans ce livre-là un article qu'il avait déjà publié vers les années 2006, quand l'Allemagne avait pris la décision, quand les patrons allemands, hein, c'est toujours important de souligner le fait qu'il y a toujours ces minorités-là, cet État profond qui fait du boulot, quand l'État allemand et les patrons allemands avaient pris la décision d'aller prendre possession de nos matières premières stratégiques, même en faisant la guerre. On oublie ça. Qu'est-ce que vous voulez? Nous oublions, nous tombons facilement dans l'amnésie, et vous avez les Tchibanda qui commencent à louer les exploits de l'ONU pendant que l'ONU participe de la mort lente mais sûre de notre pays. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons besoin d'une nouvelle classe politique, et cette classe politique-là est en train de se mettre en place. C'est peut-être d'elle que nous pouvons attendre quelque chose. Nous avons besoin aujourd'hui des politiques alternatives, des pensées alternatives, des médias alternatifs qui font le boulot que Congo One et Congo Indépendant sont en train de faire aujourd'hui. Nous n'avons plus rien à attendre de ces politiciens du ventre. Très bien, merci beaucoup, M. Mbelou, et rendez-vous est pris dans 2 semaines. Merci bien, M. Etienne Ngandou, et nous reprenons rendez-vous dans 2 semaines.